Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Envie désastreux, le podcast aux opinions discutables. Mais qui pourtant, qu'est-ce qu'il fait Margot, ce podcast? Aux opinions discutables, il en fait quoi? Il est là, il est toujours là, à Cannes. il est là. 9, c'est le jour 9, on est au bout de notre vie. T'es sûr que c'est le 9, c'est pas le 8? Nous sommes dans une boucle temporelle, tu sais. On est perdu, on est complètement perdu. Écoutez, Cannes, jour 8, c'est ce que je disais, jour 8. On est fatigué. Oh, tellement. On est fatigué, franchement. Mais on est là, monsieur. Mais on est là. On a encore quelques bons films qui nous attendent et des bons films dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, vous avez pu l'entendre, je suis à nouveau en présence avec Margot qui, cette fois-ci, nous fait l'honneur d'être présente sur l'entièreté de l'épisode et pas juste pour un petit film, là, comme ça. Absolument. Là, tu fais 2 films. Oui, ce n'est pas une prise d'otage cette fois-ci. Parce que la dernière fois, c'en était une. Ça en était une à 1h30 du matin. Ah oui, non, c'est vrai que là il est 17h23 au moment où on enregistre, probablement 19h au moment où sortira cet épisode. Donc, Cannes, aujourd'hui nous allons parler de 3 films. Donc les 2 films en question, c'est Anora de Sean Baker, ainsi que Parthenope de Paolo Sorrentino, et je me permettrai un petit détour par la suite, dont c'est la première fois auquel j'assiste en direct du festival, pour vous parler de Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque. Mais nous allons démarrer tout de suite avec un film que Margot, toi tu attendais pas mal, Oh oui. à savoir Anora de Sean Baker. Alors tout d'abord, avant de dire pourquoi, qu'est-ce que tu as pensé du film, est-ce que tu peux dire pourquoi tu attendais ce film, notamment de Sean Baker? Qu'est-ce que tu penses de ce réalisateur? Écoute, moi j'ai découvert ce réalisateur avec The Florida Project, c'était déjà il y a quelques années, qui était d'ailleurs passé à la quinzaine à l'époque, et j'avais beaucoup accroché au style. J'aime beaucoup le style indé qui s'intéresse beaucoup aux oubliés du système, enfin en somme toute classique, mais il y a toujours un peu de poésie qui est amenée dans son film. Et du coup il était il y a 2 ans en compétition avec Red Rocket. Pareil, que j'avais énormément apprécié, qui était dans la même veine. Et du coup, en fait, j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup ce réalisateur de base. J'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup ce qu'il raconte. Il y a les travaux. Évidemment, c'est pas à drôle. côté, c'est les voisins. Mais les aléas du direct. C'est le plaisir de Cannes. Vas-y. Mais oui. Et non, mais j'aime beaucoup sa façon de raconter cette partie de la population américaine qui est toujours pleine de désillusions, un peu ce rêve américain qui est toujours brisé. Donc c'est vrai que j'en attendais beaucoup, surtout qu'en plus celui-là, on est quand même sur un film qui est beaucoup plus long comparé il est sur du 2h20. Comparé à ses autres. Et avec, finalement, on avait très peu d'infos sur le film aussi. Hein. C'était par contre une travail du sexe entre New York et Las Vegas. Donc au final, on savait pas grand-chose en allant voir le film. Et j'ai été assez... pas étonnée parce que c'est exactement ce à quoi tu t'attendais. C'était ce à quoi je m'attendais, même mieux, quoi. C'est la première chose que je t'ai dit à la fin de la séance, c'est je n'ai pas vu passer quasi 2 heures, on va dire quasiment 2 heures et demie. Je les ai vraiment pas vu passer. Pareil, c'est fou à quel point ça passe vite. C'est incroyable, et c'est vraiment, j'avais l'impression d'être dans une sorte de montagne russe où ça commence tranquillement. Voilà, tu prends ton temps, on t'installe les personnages, on te fait découvrir le personnage d'Annie. Il s'appelle Anora, mais elle préfère se faire appeler Annie, qui est du coup une travailleuse du sexe, mais plus escorte. Ouais, plus escorte, exactement. Voilà, plus escorte dans le club dans lequel elle travaille. Donc tu la vois, voilà, son plaisir de musique kitsch. Là, on est dans les boîtes de nuit, enfin les jeux de lumière, etc. Donc où elle fait son travail, où tu sens qu'elle a l'air contente de faire son travail. Elle est amie avec les autres filles qui sont là. Enfin, voilà, c'est assez chouette. Et du coup, Montagne Russe, où tout d'un coup il va se passer quelque chose. Donc là c'est la rencontre d'un jeune de Bourges, d'un fils de Bourges russe, enfin milliardaire même, vu comment c'est plus que Bourges là, on est oui, vraiment dans la très haute classe sociale. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné il lui dit tu sais qui est mon père, elle regarde sur internet, on sait, au final nous on sait pas, mais on comprend que c'est quelqu'un de très important, assez pour avoir une maison à 3 étages avec un ascenseur à l'intérieur, par exemple, vraiment exemple. Et un frigo qui fonctionne. C'est vrai. Il y a un frigo qui fonctionne. Je suis sûr qu'il a même plusieurs frigos qui fonctionnent. Ça nous manque le frigo. Ça fait mal, hein. Oh, les souvenirs. Mais donc à partir de cette rencontre-là, il y a quelque chose qui se crée, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma, je trouve, de Sean Baker, qui a beaucoup de tendresse envers ses personnages, qui ne le jugent jamais. La sexualité a quasiment toujours fait toujours partie de ses films. Son tout premier film, Tangerine, c'était sur des prostituées transgenres. The Florida Project, on a la mère qui est obligée de se prostituer pour
gagner de l'argent. Dans Red Rocket, on suit une ancienne star du porno qui est obligée de revenir chez lui parce qu'il a plus un sou. Et là, donc, on suit une escorte. Et à chaque fois, c'est toujours des métiers mal vus. Hein. C'est toujours un peu compliqué de filmer ça. Et je trouve qu'il le fait toujours avec une vraie tendresse, où il essaye de comprendre, il essaye de comprendre ses personnages. Et c'est des personnages qui ne sont pas écrasés, on va dire, par le métier qu'ils font. Tu vois, elle, on sent qu'elle veut le faire, en fait, qu'elle est jamais gênée de le faire, et que dès qu'il y a un personnage qui la traite de prostituée ou de pute, etc., elle s'énerve vraiment, et c'est pas ça son métier, et elle est fière de faire ça. Donc je trouve ça très très chouette dans son cinéma. Et voilà, c'est vraiment une sorte de Pretty Woman, oui, un petit peu forcément. C'est un anti-Pretty Woman. Ouais, ça parlait des frères Xavier, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu ce style-là de femme un peu. En plus, celle qui joue Annie Mickey Davidson, enfin, elle est magnifique dans le film. Elle est éblouissante, vraiment. Il y a un truc ultra magnétique chez elle. C'est pas son premier rôle, mais vraiment, si vous avez vu Scream 5, mais qui n'est pas Scream 5, qui s'appelle Scream tout court, mais qui est quand même le 5, elle est dedans. Elle est dedans, voilà. Donc c'est pas forcément là où on a forcément vu exploser, ou même elle a joué dans Once Upon a Time in Hollywood. Tous les jeunes de la secte, vraiment, vous regardez le casting, c'est que des gens qui ont percé depuis, c'est hallucinant. Tarantino et son ou sa directrice de casting a eu un pif de ouf par rapport à... Mais du coup, là, vraiment, pour la première fois, on la voit vraiment, elle prend vraiment tout l'écran. Elle est ultra magnétique, elle est ultra drôle aussi, et tu sens que c'est un personnage qui en impose vraiment, qui veut pas se laisser faire, et c'est grâce à ce personnage-là aussi que t'as tout l'aspect comédie qu'on avait déjà un peu dans Red Rocket. Je sais pas si tu l'as vu. Et non, justement, mais j'allais venir une fois que t'avais... En fait, dans Red Rocket, t'as un peu cet aspect comique déjà avec le personnage de l'acteur porno dont j'ai oublié le nom. Mais là, je trouve qu'il est encore plus accentué, notamment grâce à elle. On pense à la scène où les sbires du père de son mari, parce que du coup elle l'épouse, débarquent pour faire annuler le mariage, et lui se casse en deux à moitié à Walpé, et elle est coincée là, et qu'elle se débat pendant 10-15 minutes. Enfin, cette scène-là, elle est incroyable, elle est ça tire en longueur, mais justement, c'est là où vient l'humour. Voilà, oui, et c'est là, je trouve, où tu vois aussi les personnages. C'est ce qui est chouette avec ces personnages, c'est-à-dire que c'est des sbires russes. Tu vois, t'as un truc un peu cliché de les hommes de main d'un milliardaire russe, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont aussi ultra drôles et qu'ils sont un peu aussi totalement dépassés par la situation. Et en fait, je pense que c'est un peu ça dans le film. Tous les personnages sont totalement dépassés par la situation, ce qui rend l'aspect ultra comique. Et pour finir, la troisième partie qui part un peu plus vers pas forcément le drame, mais quelque chose de plus émotionnel, je trouve fonctionne aussi très très bien, où là t'as vraiment le personnage d'Annie qui se dévoile et qui brise un peu cette grosse carapace qu'elle s'était créée. Du coup, pour rebondir à ce que tu disais, c'est la première fois que je vois un film de Sean Baker. Alors, non pas que ses précédents ne m'intéressaient pas, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion. The Florida Project, ça fait quelques années que je l'ai dans le collimateur, il m'intéressait pas mal. À la limite, Red Rocket, c'est celui qui m'intéresse pas des masses, mais du coup, là, c'est la première fois que je vois du Sean Baker, et j'ai passé un agréable moment. Alors, je vais pas rejoindre les retours dithyrambiques qu'a le film, parce que... comme tu disais, en fait, le film est divisé en 3 parties, une demi-heure, 1h30 et 15 minutes. La première demi-heure, ça va être du coup, on va te dépeindre un petit peu tout le truc social de Annie. Ouais. Et en même temps, sa rencontre avec ce fils de Bourges. Et il fait des trucs de petits cons et des trucs de riches. Et bon, à un moment, je m'ennuie parce que je me dis, bon, je sais que tu me dis, un fils de riche fait des trucs de riche. Bon, bah voilà, ça me surprend pas énormément. À partir de la demi-heure, c'est là où justement il y a les parents qui veulent refuser ce mariage et qui vont tout faire pour l'empêcher. Et là, cette grande heure et demie qui est toute une journée à la poursuite du coup de ce fils, qui part sur une sorte d'absurde, et ça part dans tous les sens, et ça crie, et il y a un rythme, et c'est vraiment ce rythme-là, c'est vraiment cette partie-là où je m'ennuie pas du tout, je suis extrêmement accroché, et certains vont le dire, c'est une sorte de les Sopranos, tu vois, repris un petit peu, mais les Sopranos qui genre complètement foirés, c'est que des gars au bras cassés, il y a vraiment des situations où il y a un décalage comique énorme qui se crée, et c'est hyper bien rythmé, c'est drôle, en termes de dialogue, c'est hyper bien foutu. Et moi, alors,
on en a parlé sur le chemin du retour. Je pense pas que ce soit une de ses références, mais ça m'a beaucoup fait penser à une comédie que j'aime beaucoup, qui est sortie il y a, je crois qu'il y a 6 ans maintenant. C'est Le Monde est à toi de Romain Gavras, une comédie que je trouve absolument géniale, notamment par rapport à le florilège des personnages, les situations, les dialogues. Et je retrouve ça ici, mais avec un quatuor, il a beaucoup plus réduit. Et pareil pour tout le film anti-Pretty Woman, la manière dont John Baker va vouloir déconstruire, en fait, pas le rêve américain, mais l'idéalisation d'une vie, l'idéalisation d'un espoir. Et je trouve que c'est plutôt malin la manière dont il amène. Là où ce que j'ai eu un petit peu de mal, c'est la scène de fin, mais tu m'as offert une interprétation que j'aime bien sur la manière dont, en fait, pour la toute première fois, elle va apprendre à faire quelque chose qui lui était banal et que elle ne considérait pas assez, on va dire. Voilà, pour pas trop en dévoiler. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que, comme tu dis, l'actrice principale mérite complètement un prix de l'interprétation féminin parce que elle est éclatante, elle porte le film du début à la fin. Voilà, c'est une, je peux pas dire une chouette surprise parce que on s'attendait à ce que ça soit bon, mais bon, tu me diras, depuis le début de la compète, il y a des grands noms, on s'attend à ce qu'ils soient bons et finalement ils nous déçoivent. Oui, bah souvent on se rend compte qu'en fait, le début de la compétition était un petit peu mou du genou quand même. Et petit à petit, j'ai l'impression que ça se réveille et ils se sont dit on va mettre les bons films plutôt vers la fin. Peut-être pour réveiller les festivaliers parce qu'en deuxième semaine, ils sont au bout de leur vie. Ah ouais, complètement. Mais du coup, en vrai, là où ce que je vais avoir du mal à rejoindre, voilà, c'est quand les gens vont dire ah, ça dépeint totalement une vision de la société. Non, je trouve qu'il y a une vision de la société qui est défendue, mais j'ai l'impression qu'il veut juste plus se faire kiffer de oh viens, on va prendre des grandes figures un petit peu mafieuses et on va un petit peu se foutre de leur gueule et déconstruire ça, plus que oh, je vais vraiment t'apporter un regard sur la société qui va te faire reconsidérer toutes les choses. Oui, je pense c'est amené par petits bouts. C'est pas du film sociétal qu'il veut faire parce que tu sais, tu vois ces autres films, moi c'est ce que je me suis dit, c'est ce qui m'a frappé, c'est-à-dire que tous les personnages de ces précédents films, t'as l'impression qu'ils pourraient être dans ce film-là, qu'ils pourraient être au détour d'une rue, parce qu'on est dans le même univers, et je pense que c'est ce qui l'intéresse vraiment. Et j'ai juste vu en plus un tweet passé là qui parlait de la nudité dans les films de Sean Baker, qui était soi-disant gratuite, et enfin, je suis absolument pas d'accord parce que c'est vrai que ça m'a un peu dérangé par aspect, notamment dans la première partie, c'est là où est-ce que la nudité est abordée. Le reste, non, mais la première partie... je comprends, mais du coup, tu vois, alors, je vais te reciter Red Rocket, parce que c'est dans celui-là où t'as peut-être aussi le plus de nudité, parce que du coup, t'as le personnage joué par Simon Rex, qui est un ancien acteur porno, qui tombe plus ou moins amoureux d'une fille alors adolescente, qui est presque majeure. Tu sens que ça va. Alors, dit comme ça, on dirait que ça va mal dériver, mais non. Parce qu'en fait, après, le film se concentre énormément sur cette fille-là, qui est jouée par Susan Hasson, qui est aussi incroyable. Je trouve qu'il a une façon de dénicher des actrices qui est un truc ultra magnétique chez elle, mais qui, en fait, elle, est aussi extrêmement à l'aise avec son corps, n'est pas dans ce milieu-là, hein, pas du tout, mais qui est aussi extrêmement à l'aise avec son corps. On la voit plusieurs fois nue, faire l'amour, etc. Mais toujours pareil, tu vois, c'est des personnages féminins qui assument leur corps et qui assument leur nudité. C'est vrai. Donc, je vois pas forcément en quoi c'est gratuit, parce qu'au final, tu veux filmer une escorte... Moi, ça me gêne pas que la nudité soit filmée comme ça, parce que ça fait finalement partie de leur quotidien. Et c'est pas sous le prisme... Enfin, je trouve pas que c'est sous un prisme malsain, tu vois. Au final, pareil, tu vois, par exemple, il y a une scène où elle fait un long danse striptease à son mec, en petite tenue très légère, t'as des poses ultra suggestives. Enfin, c'est dur. Hein. Mais pareil, je trouve le regard est assez éloigné finalement. Par contre, oui, c'est vrai, effectivement. Tu vois, il y a pas ce truc, enfin, on va pas partir dans ce truc de mal gay, enfin, c'est un peu long, mais voilà, je trouve, moi, dans le regard, il y a pas quelque chose de malsain, c'est juste une caméra posée qui te dit, bah, voilà ce qu'elle fait, mais sachez que elle le fait pas sous la contrainte, et elle est heureuse, elle est fière, entre guillemets, de le faire. Et après, oui, c'est vrai que c'est juste que des fois, par certains moments, ça me gênait, mais après, voilà, c'est comme la scène de fin que je trouve... je vais pas dire gratuite, mais que je trouve qui sort un petit peu de nulle part, mais ensuite, et qui me dérangeait, j'étais un petit peu, même les gens étaient un petit peu bizarres. À un moment, il y a un climax dans le film, et tu vois qu'il reste encore, et que le film continue, donc tu dis, ok, où est-ce qu'il veut m'amener, pour finalement, voilà, comme on en a parlé, donc voilà, moi je passe un agréable moment. Comme je te dis, je rejoins pas forcément les retours dithyrambiques, mais honnêtement, voilà, je pense que c'est une belle porte d'entrée de Sean Baker, d'autant plus que c'est un film, on l'a dit, mais on va le répéter, extrêmement drôle. Vraiment, l'heure et demie, la seconde partie qui, voilà, l'heure et demie,
ça s'envoie des fions, mais durant tout le façon, film. Tous les 3 autres acteurs russes qui sont avec elle, on a parlé vite fait, mais ils sont absolument incroyables. Je trouve la synergie entre les 4 est folle parce qu'ils se détestent. Et en même temps, il y a un petit côté presque malicieux, en fait, dès que ça s'envoie des pics et tout, c'est ultra drôle. Et aussi, voilà, il y a cette balance entre quelqu'un de très stoïque qui va toujours essayer de contenir au maximum avant d'éclater, et quelqu'un qui, au contraire, le moindre petit truc, le moindre petit effleurement, c'est bon, il est à terre, il pleure, il en peut plus. Enfin, voilà, il y a ces dynamismes, comme tu dis, qui sont très drôles. Donc voilà, pas de date française pour le moment. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a le pacte derrière. D'ailleurs, c'était trop marrant, on était à la séance de diffusion. Il y a du coup Jean Labadie, qui est du coup directeur du pacte, qui était derrière. Il vivait sa meilleure vie. Clairement, vraiment, il était à fond pour les applaudissements. De toute façon, il a dit sur Twitter qu'il y aurait bientôt une date de sortie. C'est ça, je pense qu'il attend de voir si le film va ressortir avec quelque chose. De toute façon, la petite prédiction, c'est que ça va sortir avec ou un prix de l'interprétation ou un prix du jury. Je pense que ça sera au palmarès. En vrai, ça mériterait parce que Sean Baker, ça fait un moment qu'il fait des films et j'ai vraiment l'impression que le mec, tu vois, c'est pas un réalisateur... c'est pas un jeune réalisateur. Enfin, il a déjà de la bouteille, mais tu sens qu'à chaque fois il s'améliore et qu'il prend les films qu'il voit. C'est quelqu'un qui voit énormément de films. Le mec sur Letterboxd, il fait des reviews de tous les films qu'il voit. Enfin, tu sens que c'est quelqu'un qui aime le cinéma et qui aime s'en inspirer et qui aime se nourrir de ça et qui essaye d'améliorer à chaque fois ses films. Et je trouve ça vraiment chouette. Et rien que pour ça, je pense à un moment donné, donnez-lui un truc. Eh ben, on verra ça, on aura la réponse samedi. Nous allons continuer, je vais continuer avec un film qui également était un film que j'attendais beaucoup pour ma part, à savoir Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque en sélection acide. Alors Guillaume Braque, pour faire un dernier récap, parce que en fait, dès que je parle de lui, je fais toujours le même récap. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec son excellent film À l'abordage, film de fiction que tu as découvert, que tu as vu également. Absolument. C'est extrêmement drôle, bien mis en scène, et il y avait vraiment, encore une fois, la manière dont il filme le groupe que j'aime énormément, l'amitié, tout ça. Alors pour les rattrapages, je m'étais fait tonnerre que là, pour le coup, c'était une vraie douche froide. J'ai pas du tout aimé, c'était son premier long métrage. Donc j'étais un petit peu mitigé en mode, est-ce que ça va être plus À l'abordage que tonnerre? Bon, c'est un super moment et ça se rapproche bien plus de À l'abordage. L'histoire, donc, c'est un documentaire, déjà, peu de gens le savent, qui raconte le dernier mois d'une classe de lycéens avant leur départ pour les grandes études. En fait, initialement, c'est un film de fiction. Mais très vite, Guillaume Braque a abandonné parce que il se rendait compte que les personnages qu'il filmait, il les connaissait pas, enfin qu'il écrivait, il les connaissait pas. Il voulait quelque chose de plus authentique. C'est pour ça qu'il est parti sur le documentaire. Et à force de faire des castings, il est tombé sur une classe d'élèves qui ont décidé de par eux-mêmes. C'est à dire, il n'a pas fait passer un casting. Il a dit venez vers moi si vous voulez être filmé. Donc, des élèves se sont présentés, sauf que quand ils se sont présentés, ça a tellement été décalé que là, on est arrivé sur les 3-4 dernières semaines. Donc, à partir de là, déjà, ce qu'il va filmer, ça va être les internats, ça va être cette relation, ces amitiés entre tous ces jeunes avant leur départ et toutes les réflexions qui se font sur, l'état de la planète, parce que comme ils se définissent eux-mêmes, donc voilà, c'est une jeunesse de gauche qui participe énormément aux manifs et qui se définit comme des babos. Il faut le dire. Non, mais il faut le dire tel qu'il est. Il y a des dreads, voilà. Donc ils sont en Sarwell. Ils ont la panoplie des babos, voilà, de lycéens, etc. Mais on sent qu'il y a une vraie bienveillance dans la manière de les filmer. Et aussi, il y a une certaine. Ils sont très très à l'aise face à la caméra. Surtout que Guillaume Braque, la manière dont il va filmer, c'est jamais trop proche d'eux. Parce que sinon, ça aurait pu les gêner ou briser un petit peu l'intimité, mais non plus trop éloigné. Il est toujours un peu en deçà, c'est-à-dire qu'au niveau de la chambre, il va toujours filmer un petit peu comme du point de vue de la porte, comme si quelqu'un assistait, mais en dehors de la pièce, à la discussion qu'il y avait. Et il y a cette sensation très étrange en fait, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils rebondissent les uns les autres par rapport au dialogue, il y a même quelque chose de comme très écrit, on a vraiment l'impression que c'est un film par certains aspects, que ce sont des acteurs qui sont en train de réciter un texte, ce qui donne un côté très écrit, mais en même temps, et il nous l'a confirmé parce que j'ai participé du coup à la série de questions-réponses qu'il y avait par derrière, il nous disait qu'il y avait quelque chose de très sur le vif, d'autant plus que vu que c'était sur les 4 semaines, il devait prendre un maximum d'images, donc ils essayaient de prendre un petit peu tout ce qu'ils pouvaient. Il y a notamment une scène que je trouve assez géniale qui arrive au tout début du film, c'est quand ils font une sorte de domino avec des matelas. C'est-à-dire qu'ils sont dans le couloir, ils font ça, donc ils font les cons. Et ça s'est fait genre pendant qu'il était en train d'interviewer quelqu'un. Donc vite, il pose la caméra, hop. Surtout la caméra toujours en plan fixe. C'était une vraie volonté de sa part, comme une sorte de... On est témoin de quelque chose sans être voyeur. C'est quand on est invité,
sans pour autant ni participer, ni vraiment être en dehors du cadre que eux-mêmes imposent. La manière aussi dont il va filmer cette amitié, qui est vraiment une belle amitié, parce qu'il se pose plein de questions par rapport à ça. Est-ce que notre amitié va rester? Enfin, ce genre de questions qu'on se pose à la fin du lycée, d'autant plus qu'ils sont tous en internat, donc ils ont une vraie relation, en plus appuyée par le fait ils ont les mêmes idéaux politiques. Donc il y a vraiment cet ensemble qui fait que c'est un film doux, tendre vraiment envers ces personnages, où on sent une vraie bienveillance dans la manière dont il va les filmer. Et aussi, on sent que Guillaume Braque a su vraiment se mettre en retrait à la juste échelle. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui veut filmer, il veut jamais surappuyer par son dispositif. Et donc, c'est très agréable, le film est très court, il fait même pas 1h10. La plupart de ces films sont assez courts, Guillaume Braque, de toute manière. Oui, tu me diras, Tonnerre, c'était 1h40. Ah. C'était un petit peu long, même d'accord. Par rapport à ça. Je vais juste rajouter un dernier truc, parce que c'est vrai, j'oublie de le préciser. Le film est accompagné tout de long par des voix off qu'il a enregistrées. Alors, une durant le film et les autres après le film. Alors, c'est pas que ça permet de structurer le film, parce que les voix off et les images n'ont pas vraiment de rapport. C'est juste pour sonder un petit peu cette jeunesse. Il explique que voilà, lui aussi, il est daron, donc il se pose des questions sur c'est quoi la jeunesse à l'heure actuelle. Alors, là, c'est une frange de la jeunesse, parce que, encore une fois, comme j'ai dit, c'est une jeunesse de babos qui manifeste. Donc voilà, c'est une forme de jeunesse qui n'est pas représentative, mais par rapport à ça, il en représente plutôt bien. Donc voilà, c'est un documentaire que je vous encourage à voir. Normalement, de ce que je sais, c'est Condor qui le distribue. Pour peut-être en 2025, on verra. En attendant, si jamais vous êtes curieux d'avoir une interview avec Guillaume Braque, il devrait normalement y en avoir une pour le podcast. On en pour parler avec Condor. Donc on verra s'il vient sur Toulouse. On devrait l'avoir pour pouvoir discuter un petit peu avec lui. Donc voilà. Donc quand le film sortira, on en reparlera évidemment. Et je vous encourage à le découvrir si un jour il fait une série d'avant-première. Découvrir ses anciens films. Et découvrir ses anciens films. À l'abordage et L'île au trésor aussi. Pas vu, mais voilà, des chouettes films, doux et aimants, et bienveillants et solaires, très solaires, vraiment clairement pas pessimiste, même si là, du coup, dans ce film, il y a des moments où ils vont s'interroger sur l'état de la planète et notre rapport par rapport à ça. C'est pas pour autant que le film va appuyer ou être dans du pathos. Il y a quelque chose de beau et de mignon dans ces films qui ressort, qui est toujours très agréable. Mais maintenant, on va retrouver notre chère Margot National pour nous parler du dernier film de Paolo Sorrentino, à savoir Partenope. Je vais commencer là-dessus. Alors, Sorrentino, je l'ai découvert littéralement un jour avant mon arrivée à Cannes. Je l'ai découvert avec La Grande Bellezza, qui est un film qui avait fait beaucoup parler de lui quand il était sorti, dont j'entends parler depuis des années, que j'avais trouvé... J'étais en fait un peu... disons-le, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté... ça me saoulait un petit peu de filmer les petits problèmes de la bourgeoisie. Les problèmes qui étaient partagés, c'était pas des problèmes que je trouvais forcément intéressants, en tout cas forcément intéressants par le prisme de cette classe de la population. Mais de l'autre, je trouvais que le personnage principal, par ses errances, était hyper agréable à suivre, que malgré tout, les questionnements qu'ils avaient m'intéressaient, c'est juste que ça me dérangeait que ça soit posé par ce genre de personnes, et surtout, c'était une beauté absolue, et c'était une vraie lettre d'amour sur Rome. Là, il revient en allant à Naples, et en filmant, cette fois-ci, l'histoire d'une personne, Partenope, oui. Toute sa vie, littéralement, et de son point de vue. Alors le truc, c'est que je connais pas forcément tout le cinéma de Sorrentino, donc il y a des théories que j'ai à travers ce film que je ne sais pas si c'est le cas habituellement, mais ce que j'ai trouvé très agréable, c'est déjà le fait que, pour une fois, il adopte un point de vue féminin. Alors, certes, on reste dans la bourgeoisie, parce que j'ai l'impression qu'il est obsédé par la bourgeoisie, fasciné par rapport à elle, donc j'ai l'impression que ça sera toujours son point de départ, mais le fait déjà de filmer à travers un point de vue féminin, c'est que déjà on évite un écueil qui m'avait un peu dérangé dans La Grande Bellezza, c'est la représentation du corps. C'est que certes, notre protagoniste, il va passer la première demi-heure à te montrer qu'elle est incroyablement belle et qu'il y a absolument tous les hommes qui veulent sortir avec elle, qui veulent coucher avec elle, et qu'elle refuse, mais elle est belle, elle est vraiment extrêmement belle, et le film va jouer un petit peu par rapport à ça. Mais ce qui est cool, c'est que, par exemple, au niveau de la question de la nudité, le film va être pudique. Ce qui me surprend, parce que si je compare avec La Grande Bellezza ou ce que Louane a pu me dire par rapport à ses précédents, c'est vrai que là, la nudité, il ne la montre jamais, frontalement en tout cas, et c'est jamais de la nudité, c'est toujours de l'érotisme par petites touches, sauf au détour d'une scène, mais une scène qui te met volontairement mal à l'aise et qui est extrêmement jugeante par rapport à la classe bourgeoise par rapport à ça. Et aussi autre chose
que j'ai ressenti à travers le film, alors encore une fois, que à travers des petites touches, j'ai l'impression qu'il est en train de s'interroger sur son propre cinéma, parce que par certains instants, j'ai l'impression qu'il se questionne sur le point de vue qu'il a envers la bourgeoisie, en disant, est-ce que c'est pas aussi un petit peu des parasites ? Est-ce que c'est pas aussi des gens qui vont maintenir le contrôle, maintenir certaines choses ? Est-ce que je filme pas juste des gens qui foutent rien de leur vie et qu'il faudrait filmer, je sais pas, peut-être les mouvements politiques qui ont lieu parce que par instant, il va les filmer. C'est que par des très petits instants. C'est très bref. Mais par instant, je me dis, ok, j'ai l'impression qu'il est en train de s'interroger. Donc, comme je vous dis, je connais pas assez son cinéma pour vous dire si c'est un vrai changement ou non. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très agréable qu'il passe par là. Donc, voilà, c'est un film qui, dans l'ensemble, alors encore, toujours aussi beau. Il y a de l'ennui parce que c'est quelqu'un qui va juste filmer des errances à travers les deux films que je connais, c'est surtout des errances. Mais c'est vrai que là, le point de vue qu'il adopte, tant que du fait que ce soit d'un point de vue féminin que son point de vue sur la bourgeoisie, il y a quelque chose qui fait que je me suis dit, ok, je suis un peu plus prêt à te suivre sur ce que tu me montres. Bah, moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai pas énormément enfin, pas d'accroche, mais avec son cinéma, j'ai vu La main de Dieu, que j'avais apprécié, mais sans plus. Et j'avais découvert un de ses premiers films qui s'appelait Les conséquences de l'amour. Donc voilà, mais c'était sur ma liste, hein, La Grande Bellezza, Youth et compagnie, enfin ces grands films, ceux dont on parle le plus, mais j'ai pas eu le temps de les rattraper, donc on va dire que je me concentre sur ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu m'a assez plu. Mais c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que, comme tu disais, du coup, l'actrice qui joue Parthénopée, Célesta Dalla Porta, est... c'est un niveau au-dessus, je pense même de sublime. Il y a quelque chose où tu es juste là et tu observes. Et du coup, je peux comprendre que ça donne un petit côté un peu esbrouf ou très longue publicité, parce qu'il y a des très beaux plans. C'est Saint-Laurent en plus qui produit le film. Saint-Laurent produit beaucoup de films cette année. Il y a eu le Cronenberg, il y a eu le Audiard, et je crois qu'il y en a eu un quatrième aussi. On l'a vu beaucoup de fois cette année. Mais oui, c'est vrai que là, Saint-Laurent, ils sont bien présents. C'est vrai que tu peux... Et je reconnais qu'il y a ce côté un peu longue pub de parfum ou de ce que tu veux, de grande villa, parce qu'en plus, c'est là où il filme, c'est très très beau. La mise en scène fait qu'il y a un truc très grandiloquent dans... Enfin, rien que la première scène du parrain de Parthénopée, qui n'est pas encore né, qui amène un carrosse transformé en lit, venu de Versailles. Enfin, dès la première scène... Il y a une extravagance. Oui, dès la première scène, on te dit ça va être extravagant de A à Z. Donc moi, tu vois, partant de là, j'accepte. Je me dis, bon, ok, si t'as un parrain qui fait ça, je pense que derrière, il va lui arriver des trucs. Enfin, ça me va, tu vois, je l'accepte. À côté de ça, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est simplement... C'est vraiment une tranche de vie, très longue tranche de vie, mais cette façon d'évoluer, en fait, du personnage, parce que ce personnage est très beau et plein d'incertitudes sur elle, sur sa vie, sur ses amours, sur ce qu'elle veut faire plus tard aussi. Est-ce qu'elle va devenir actrice ? Est-ce qu'elle va devenir actrice ? Est-ce qu'elle va devenir professeur ? Il y a une très belle relation avec son professeur, qui est vraiment la plus belle relation du film, hein, je trouve. Oui, bah, en plus, ça se découpe, c'est assez précis, c'est-à-dire qu'on a toute la première partie qui est très concentrée sur elle avec son amour de jeunesse et son frère, qui est, comme on le découvre petit à petit, on est sur de la dépression, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, voilà, et qui, ce premier arc se conclut par la mort de son frère, qui est quelque chose qui va la hanter en fait toute sa vie, et qu'on voit en fait au fur et à mesure. Et d'où, après, la relation avec le professeur, qui est ultra intéressante, parce qu'elle perd également l'amour de ses parents, qui sont évidemment en deuil et bouleversés par ce qui s'est passé. Donc, tu as quelque chose qui se modifie, et tu sens qu'en fait, Toulon, c'est un personnage très brisé, qui tente de se raccrocher à des choses, qui, par des rencontres ultra fortuites... Après, c'est un personnage brisé qui va rencontrer d'autres personnages brisés. Oui. C'est que ça. Tous les personnages qu'il rencontre sont vraiment... je pense à celui de Gary Oldman qui apparaît, mais alors, à tout péter. Vraiment, il est très haut dans le générique pour son temps de présence. Hein. Il doit apparaître pas plus de 5-6 minutes. J'avoue, tu sais, quand j'ai vu son nom sur l'affiche, il va être dedans. Je fais, ah, c'était que ça ? Oui, voilà, c'est ça. Mais il a un personnage que je trouve vraiment touchant dans sa tristitude, dans sa mélancolie. Il dit une très belle phrase quand elle dit « Est-ce que je peux passer du temps avec vous ?» Il dit « Je ne veux pas vous piquer une seule minute de votre jeunesse. » en sous-entendant qu'il est de l'ancien monde. Et je sais pas, il y a quelque chose de
très beau, de très tendre avec ces personnages. Et puis aussi en termes de réalisation, tu disais c'est grandiloquent, c'est beau, mais il y a certaines scènes, des panoramiques. Oui, ils sont incroyables. Non, c'est pas des panoramiques, mais quand des fois ils tournent autour des personnages. Oui. Il y a une scène qui, moi, a failli me mettre la larme à l'œil. Je pense qu'on a la même. Louane a pleuré. C'est un moment, en fait, t'as Parthénopée qui va enlacer un premier homme, puis ensuite il y en a un second qui va, voilà. Et en fait, c'est un plan de 2-3 minutes, la caméra qui tourne autour, et il y a la musique qui s'installe. La musique dans le film, je la trouve aussi incroyable. Et t'es pris par les sentiments, et plusieurs fois durant le film, t'as ces petites touches où vraiment, pour une fois, on exprime l'émotion, parce que c'est beaucoup de personnages ont retenu, sauf par instant, et quand ils s'expriment, la caméra part avec, et elle suit ce mouvement de chaleur humaine, et ça fait des très grandes scènes de temps en temps qui viennent un petit peu ponctuer le film très lent et contemplatif qu'on va suivre tout du long. Non, mais d'ailleurs, pareil, c'est ce qu'on s'était dit en sortant là, c'est-à-dire qu'il passait du coup le même jour que Sean Baker, et pareil, j'ai pas vu le temps passer. Alors moi si, franchement les 2h20, alors j'ai pas trop... c'est pas négativement, mais tu sens que le film c'est bien 2h20, tu vois. Ah, je l'ai pas senti tant que ça. Moi, si j'avais juste un reproche à faire au film, c'est que il y a dans les dialogues, enfin, même si j'aime beaucoup les dialogues, à certains moments, je ressens un peu de... comment dire, c'est très intellectuel quand même. Il y a quelque chose de très intellectuel. Et c'est ce genre de truc où soit tu y adhères, soit tu restes totalement à côté. Moi, j'y ai adhéré, mais c'est vrai que par moment, c'était peut-être parfois un peu trop. Par exemple, tu vois, c'était pas dans la dernière partie, tout le chapitre avec le prêtre. Ah oui, ouais, qui est une partie qui m'intéresse beaucoup moins, tu vois. Oui, voilà, qui est... Visuellement, il y a des très beau plan dedans. Comme tout le film. Comme tout film. Mais c'est vrai que là, tout le blabla qu'il y avait là m'a vite lassé. C'est un film qui parle beaucoup, de toute façon. Parle d'anthropologie, d'humain, d'amour, etc. Donc c'est peut-être un peu ma limite avec ce film. Ouais, c'est... pour reprendre les propos d'un fameux homme français, c'est de la peau de perlimpinpin. C'est que vraiment, non, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est que je trouve que voilà, ça ne dessert pas forcément un propos des plus intéressants, etc. Mais déjà, comme je dis, par rapport à son point de vue, c'est un peu plus intéressant que La Grande Bellezza, je trouve. Mais après, je trouve qu'en termes d'appréciation, ça se pose à peu près au même niveau. Voilà, c'est terminé. Merci Margot d'avoir été présente. Et avec plaisir, à chaque fois. Vous devez le sentir, je suis éclaté. Il nous reste encore jeudi, vendredi, samedi. Il nous reste 3 jours. On peut le faire. 3 jours, dans 3 jours, c'est fini. À la fois, hâte des films qui arrivent et aussi hâte de la fin. De retrouver son lit. Oh là là. De plus se lever à 7h pour la billetterie. Oh là là, le plaisir. C'est vrai. Bref, nous, on se retrouve demain pour parler de films trop bien. On va vous parler notamment d'Animal, de Modèle Destino et de Flo. On peut juste dire, Flo, on l'a vu, c'est extraordinaire, mais on vous en parle demain. Je reviens demain. Tu fais une promesse que je sais pas si je vais la tenir, là, celle-là. Me rajoute pas du boulot, s'il te plaît, Margot. Bref, en attendant que l'on revienne, eh bien, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, Margot, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est lequel ? Il est 18h et je peux plus, moi, 15 jours 9, je sais plus. Et ben voilà, ça sera la fin. Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est il est 18h30, car jour 9, alors que c'est le 8. Bon, bah on est éclatés. Des bisous, à demain, salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.